Cours d'histoire. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Bonjour à tous et bienvenue sur Storia Voce. Comme vous le savez, nos podcasts sont gratuits et on a fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors si vous souhaitez que cette aventure continue, je vous invite à faire un don à notre association. Pour ça, il suffit de cliquer sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. Et en faisant ce don, vous recevrez un abonnement gratuit au magazine Histoire et Civilisation. Premier cours d'histoire aujourd'hui sur un régime que l'on connaît peu, que l'on comprend difficilement, mais qui a été le plus long régime républicain en France depuis 1789, 70 ans. Je veux parler de la Troisième République qui succède au Second Empire. Comment cette République se met-elle en place ? Comment fonctionne-t-elle ? Sa constitution a-t-elle évolué ? A-t-elle fait débat ? A-t-elle convaincu les Français de la République? Ils ont tout de même connu en un siècle 2 empires, 2 monarchies et 3 républiques. Et pour discuter autour de ce thème vaste, je reçois aujourd'hui l'historien Bertrand Joly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'histoire politique du début du 19e et du 20e siècle et vous connaissez Storia Voce. Vous êtes déjà venu pour parler de votre dernier livre sur le boulangisme qui a été édité chez CNRS Éditions. Alors c'est vous aujourd'hui qui allez nous parler des fondements de la Troisième République et vous allez revenir ensuite pour les 2 autres cours d'histoire. L'un traitera de la question sociale et l'autre de la question religieuse. Première question sur les fondements de cette Troisième République. Quand et comment, concrètement, se met-elle en place ? La Troisième République naît de l'effondrement du Second Empire avec la capitulation de Sedan et la captivité de Napoléon III. Elle naît ainsi, c'est même pas une révolution, elle occupe un espace qui se retrouve vacant, mais c'est un régime provisoire qui d'abord continue la guerre, qui va se mettre donc en place de manière extrêmement progressive, puisque les 3 lois constitutionnelles qui la régissent ne seront votées qu'en 1875. Mais sur bien des points, elles ne feront que reprendre la pratique qui s'est mise en place depuis 5 ans. Donc un régime qui naît de manière un peu fortuite, qui naît dans la douleur, et ce qui explique qu'elle n'a pas une constitution, mais des lois, 3 constitutionnelles, donc aucune déclaration de principe, aucun préambule comme pour les autres textes. Un régime en quelque sorte né par hasard serait excessif, mais né uniquement de façon coutumière et qui va d'ailleurs, une fois les 3 lois votées, évoluer encore beaucoup, car les 3 lois ont été votées de manière transactionnelle entre la droite et la gauche, contre l'avis de beaucoup de républicains qui n'ont accepté de les voter que contre l'engagement que plus tard on les réviserait pour revenir dans ce qu'ils appelaient l'orthodoxie républicaine. Alors pourquoi ces lois constitutionnelles, elles mettent autant de temps à être rédigées, à être votées ? Pourquoi 1875 ? Parce que l'Assemblée nationale élue en 1871, à la demande de Bismarck, qui voulait avoir des interlocuteurs crédibles pour faire la paix, cette Assemblée a une majorité monarchiste qui entend bien faire la restauration, restaurer le roi. Elle ne va pas réussir à le faire pour diverses raisons. L'une des principales est que les royalistes sont divisés en 2 familles, vous le savez, les orléanistes et les légitimistes, et que le comte de Chambord, que les orléanistes vont se résoudre à accepter, faute de mieux dans l'immédiat, le comte de Chambord refuse le drapeau tricolore et, derrière ce symbole, il refuse la France libérale qui s'est mise en place de manière très incomplète, mais enfin qui s'est mise en place depuis la Révolution française. Le comte de Chambord veut revenir à une conception légitimiste, théocratique presque, de la royauté. Ce qui bien sûr pose problème, mais qui est inacceptable, y compris pour une partie des royalistes. Qui fait que, comme le dit un prélat de l'époque, espérons que Dieu ouvre les yeux au comte de Chambord ou les lui ferme à jamais. Donc on attend en fait sa mort
pour pouvoir faire la restauration. Celle-ci ne se fait pas, et devant la remontée bonapartiste, les royalistes et les républicains, inquiets, s'entendent pour aboutir à une transaction, ces 3 lois qui organisent l'existant, mais encore de façon provisoire. Le vainqueur, quel qu'il soit, entend bien les adapter à sa façon. Alors que disent ces 3 lois, ou plus simplement, à quoi ressemble la Troisième République, comment elle fonctionne ? Eh bien, elles sont très incomplètes. Elles omettent un certain nombre de choses qui devraient se trouver dans la Constitution. Par exemple, toutes les garanties pour les citoyens. Elles se contentent d'organiser les pouvoirs publics de façon très sommaire et leurs rapports. En gros, elles confient le pouvoir exécutif à un président de la République. Elle confie l'exécutif donc à un parlement en 2 chambres, un régime bipartiste, ce qui est contraire à la tradition républicaine. Et en fait, elle organise déjà, sans le savoir, l'effacement du pouvoir exécutif au profit du Parlement. Il est prévu que les ministres seront responsables devant le Parlement. Et dès lors, elle prévoit aussi que les actes du chef de l'État doivent être contresignés par les ministres, ce qui prévoit déjà l'effacement futur du président de la République. Donc un régime qui est ambigu. Est-ce un régime présidentiel? On pourrait aller dans cette voie-là. Un régime à l'américaine. Est-ce un régime parlementaire à l'anglaise? On pourrait aussi aller dans cette voie-là. En fait, ça va organiser un régime hyper parlementaire et un régime d'assemblée où le pouvoir exécutif est constamment en situation d'infériorité par rapport au Parlement. On peut dire que c'est un régime parlementaire pour résumer? C'est, à mon avis, je crois que c'est un régime plutôt d'assemblée. Un régime parlementaire à l'anglaise, comme il fonctionne à Londres, ne ressemble pas du tout à la Troisième République, dans la mesure où le régime anglais accorde au pouvoir exécutif quand même une large marge d'initiative, d'indépendance et de responsabilité. Alors vous avez évoqué le moment où ces lois ont été votées et en fait elles n'ont pas fait l'unanimité, ces lois constitutionnelles. Loin de là, notamment les royalistes entendent bien le jour où ils arriveront au pouvoir les transformer en une vraie monarchie, et surtout l'extrême gauche, les radicaux, restent fidèles à la conception de l'Assemblée unique, conventionnelle, investie de tous les pouvoirs. Les radicaux n'admettent pas la séparation des pouvoirs chez Montesquieu. Les élus du peuple sont investis de la totalité de la souveraineté. Et donc, c'est eux qui vont gouverner, ne confiant à l'exécutif qu'une délégation provisoire et toujours revocable du pouvoir. Donc, c'est cela qu'ils veulent, et c'est cela qu'ils vont tenter de faire advenir à travers l'aventure boulangiste dont on a déjà parlé. Ils ne vont pas réussir, mais il n'empêche que la République va naître d'une sorte de compromis purement coutumier entre la lettre des 3 lois et la pratique. Par exemple, la République va rejeter catégoriquement la dissolution après l'expérience malheureuse de 1877. En revanche, elle va conserver, malgré les demandes radicales, elle va conserver et le Sénat et la présidence de la République, mais auquel elle confiera une magistrature purement d'influence, qui existe. Le chef de l'État a une prérogative essentielle, c'est lui qui désigne le président du Conseil. Fonction qui n'existe pas dans les 3 lois, qui est née purement de la nécessité d'avoir un principal ministre. On imagine donc toutes les faiblesses que cela confère au gouvernement. D'autre part, l'éclatement en plusieurs partis, qui est une tradition bien française, fait qu'il est extrêmement difficile de constituer une majorité ministérielle. En permanence, le gouvernement doit courir après les députés pour former sa majorité toujours fragile, toujours menacée, qui explique l'instabilité ministérielle extrêmement forte qui va caractériser la plupart des périodes de la Troisième République. Mais alors cette instabilité, elle était prévisible. Est-ce qu'il y a eu des propositions pour essayer de l'empêcher et de trouver une stabilité dans ce gouvernement? Il y a eu une réflexion qui commence pratiquement dès les années 1880 et qui va se poursuivre jusqu'en 1940. Dans l'entre-deux-guerres, ce sera le thème de la réforme de l'État. Mais tout, en fait, a déjà été dit, et de manière assez lucide, dès les années 1980 sur l'instabilité.
la nécessité de rééquilibrer l'exécutif et le législatif, la nécessité d'avoir des partis constitués, solides, pour permettant de créer une majorité. C'était plutôt des groupes, des... Jusqu'en 1901, de toute façon, il n'y a pas de parti, puisqu'il n'y a pas d'association reconnue. C'est la loi de 1901 qui va obliger les groupes politiques à se devenir des vrais partis au sens moderne. Évolution d'ailleurs qui se fera très lentement. Pendant une dizaine d'années, par exemple, le Parti radical n'aura pas un groupe unique à la Chambre des députés. Donc une répugnance des élus devant tout ce qui pourrait entamer leur indépendance et une discipline de vote totale qui va se poursuivre même jusqu'en 1940. Alors, est-ce qu'il y a eu des propositions de révision de la Constitution, des rapports ? Est-ce que lorsque vous étudiez les débats à l'Assemblée, vous voyez justement que c'est un sujet qui revient ? C'est un sujet qui revient très fréquemment au début, ça va se calmer un peu par la suite, mais par exemple, pendant le premier avant-guerre, la période 1871-1914, il y a une fièvre révisionniste extrêmement forte qui dure en gros jusque vers 1898-1900. Quand la dernière fièvre, c'est la façon dont le Sénat va renverser le ministère bourgeois, qui est un ministère radical. Le Sénat, lui, est républicain modéré, et le Sénat va le renverser d'une manière contestée, peut-être contestable, mais n'empêche qu'il le renverse, et donc cela va à nouveau enflammer le zèle révisionniste des radicaux. Mais peu à peu, en fait, les réformateurs vont se tourner vers deux autres biais. La réforme de la loi électorale et la réforme du règlement de la Chambre. Règlement des deux assemblées, qui d'ailleurs contient des dispositions qui sont d'ordre constitutionnel, qui règlent les rapports entre le gouvernement et les députés d'une manière qui est extrêmement favorable aux députés, on s'en doute. Le règlement est révisable de façon très simple, par une simple motion votée en séance. Et donc, par ce biais, les députés peuvent réviser unilatéralement la Constitution. Un exemple évident, c'est pas une réforme purement coutumière qu'apparaît les questions au gouvernement et qui oblige le gouvernement à y répondre et qui donc impose au gouvernement une suggestion qui est plutôt de l'ordre de la Constitution. Bref, vous savez aussi tous les débats qui vont avoir lieu autour de la représentation proportionnelle avant la guerre et après. Donc il y a une effervescence réformatrice qui va durer jusqu'à la fin du régime et qui va être globalement peu efficace. Quand on regarde la Troisième République, on connaît les grandes crises, Dreyfus, le boulangisme pour parler des plus connus. Quelles sont les grandes crises constitutionnelles que connaît le régime qui dure, je le rappelle, 70 ans ? Les grandes crises purement constitutionnelles, en fait, sont assez rares. Il y a d'abord le 16 mai 77, il y a la défaite de MacMahon et la défaite d'une lecture présidentialiste de la Constitution. La crise suivante, c'est l'élimination de Jules Grévy. En théorie, et même en pratique, le Parlement n'a pas le droit de renverser le président de la République qui est irresponsable. Il n'en a pas le droit, mais en fait, il en a quand même les moyens. Et donc, on va jeter dehors Grévy, comme on le fera d'ailleurs plus tard avec Millerand, on va le jeter dehors et bien confirmer l'abaissement de la fonction. On ne veut pas d'homme fort à l'Élysée. C'est pour ça que Clémenceau ne sera pas élu à l'Élysée à la fin de la Première Guerre mondiale. La crise suivante, j'y faisais allusion à l'instant, c'est le ministère bourgeois. Le Sénat a-t-il le droit de renverser le gouvernement ? Cette question a été beaucoup débattue, et en réalité, le Sénat a-t-il le droit ou pas, on peut en discuter, mais il en a le pouvoir. Et quand on a le pouvoir de faire quelque chose, on le fait. Et peu à peu, le Sénat va prendre le droit, et il en usera notamment dans l'entre-deux-guerres, pour renverser le gouvernement. La crise suivante, j'y faisais allusion, c'est Millerand. Quand Millerand veut à nouveau redonner à l'exécutif plus d'autorité, plus d'autonomie, il sera liquidé par le cartel des gauches dès 1924.
c'est la plus grande crise. Après, il y aura les velléités réformatrices après le 6 février 34, la grande crise terrible, et le ministère Goumergue qui a été constitué pour réviser la Constitution et qui peu à peu va échouer, puisque le péril s'éloignant, vous connaissez le proverbe, passer le péril à Dieu le saint, les cas radicaux et les républicains modérés vont oublier leur accès de sagesse et vont finalement torpiller tous les projets de réforme de la Constitution. La dernière crise, ce sera le 10 juillet 40 à Vichy. Alors malgré toutes ces instabilités, et puis quand vous parlez de cette constitution, du fonctionnement de la politique, on a l'impression que le français est très très loin sa voix est assez loin finalement de la décision qui est prise à l'Assemblée. Est-ce que néanmoins cette Troisième République, elle convainc les Français du bien fondé de la République? Parce que vous l'avez dit au début, il y a encore des partis monarchistes, il y en a plusieurs d'ailleurs, il y en a au moins 2. Est-ce que après la Première Guerre mondiale, finalement, la République, c'est une évidence? Alors, c'est ce que l'on dit, c'est la tradition. On dit que le régime a été très contesté à ses débuts à l'extrême gauche, la Commune, et puis après la remontée socialiste à partir des années 1980. Et aussi par l'extrême gauche radicale, qui va donner, notamment en partie, le boulangisme. Donc une contestation à gauche, une contestation à droite, vous l'avez dit, les royalistes et les bonapartistes. Alors, la contestation à droite va, en fait, vite s'affaisser. La défaite de l'époque boulangiste va sonner le glas des espoirs de restauration, tant royaliste que bonapartiste. La contestation à gauche, elle, va continuer à monter, mais d'un côté, elle va être aussi récupérée par le régime, qui va réussir à absorber d'abord le parti les radicaux et puis même une bonne partie du socialisme. Ce qui explique la naissance du Parti communiste après la guerre, d'une opposition nouvelle qui refuse de transiger avec le régime et qui va d'ailleurs peu à peu transiger quand même avec lui. Donc les Français vont peu à peu accepter la République et même l'aimer tout en la critiquant. Les Français n'ont jamais compris l'instabilité ministérielle, qui pour eux est un signe de dérèglement. Et ils ont des reproches à faire à ce régime. Sur le secteur, bien sûr, le monde ouvrier, on y viendra une autre fois, le monde ouvrier va reprocher au régime de peu faire en sa faveur. Mais globalement, le régime va se faire accepter, reconnaître et même va susciter un vrai attachement. C'est le régime qui a repris l'Alsace et la Lorraine. Et rien que pour cela, il lui est beaucoup pardonné. Et puis, les crises des années 30 vont peu à peu relâcher ce lien. Le régime va s'avérer incapable de faire face à la crise économique, aux nécessités nouvelles du gouvernement, et les Français vont un peu se détacher d'un régime. Jusqu'où va ce détachement? Je crois qu'il ne faut pas l'exagérer. Je pense que notamment le gouvernement gouverne efficacement dans les années d'immédiate avant-guerre. Le gouvernement Daladier est un gouvernement à poigne qui arrive à réformer et à faire repartir l'économie. Mais il y a quand même un doute, et ce doute explique que peu de gens aient défendu la République au moment suprême dans la débâcle de mai-juin 40. Alors on a insisté justement sur cette instabilité ministérielle. Comme dernière question, j'aimerais vous demander, Bertrand Joly, quelle coupure chronologique vous proposez de faire pour avoir certes une vision globale mais assez juste du régime pour nous donner des repères? Combien de partis dans la Troisième République? Ah, ça, les historiens adorent ce genre de découpage, mais il est toujours contestable par nature. Je pense qu'en général, on admet, c'est pas moi qui le dis, on admet que la première décennie, les années 70, c'est ce qu'on appelle le recueillement. Il faut régler la question du régime, payer l'indemnité de guerre, reconstruire le pays, reconstruire une armée. C'est donc une décennie un petit peu à part qui ne compte pas. Je pense que... Donc là, on est jusqu'à quelle date, à peu près? En gros, jusque vers 1879, l'arrivée des républicains au pouvoir pour de bon camp. MacMahon démissionne et les républicains ont désormais les trois pouvoirs, l'Élysée, le Sénat, la Chambre. Ensuite, je pense qu'il y a une sorte d'unité dans la période qui va de 1879 jusque vers 1902-1905. C'est la période où la question religieuse domine nettement les débats. C'est l'époque aussi où ont lieu les tentatives et leur échec de réformer le régime, le modifier ou l'abattre.
c'est l'époque où s'esquisse de façon d'ailleurs très, très faible le ralliement des catholiques à la République. Il échoue parce que, on y reviendra, il échoue parce qu'en fait une bonne partie des catholiques sont déjà ralliés à la République sur bien des points. Donc, en gros, jusqu'à la séparation de l'Église et de l'État en 1905, où la question religieuse, après cette date, la question religieuse cesse d'être la question dominante, même si elle conserve une très forte importance, qu'il ne faut pas nier. Mais néanmoins, ce n'est plus la question dominante maintenant, c'est la question sociale qui va être la question dominante. Ensuite, il y a la guerre, qui bien sûr est une coupure décisive qui change énormément de choses dans le régime. C'est par exemple l'époque où on a appliqué ce qui est une hérésie pour les juristes, les décrets-lois. Le pouvoir exécutif se retrouve investi de la capacité de faire des lois. Même s'il est prévu que le Parlement les ratifiera, pour y revenir dessus après, ce que le gouvernement ne fait pas en général, il y a donc un changement quand même grave et ces pratiques de décrets-lois vont se poursuivre dans l'entre-deux-guerres. Et puis je crois qu'il y a les années 20 et les années 30 qui ne sont pas pareilles. Les années 20, c'est une année de reconstruction, et de reconstruction rapide et au total assez bien réussie. Et c'est le moment où, à la fin des années 20, juste avant la crise, la machine économique française tourne à plein régime, avec des taux de croissance qui sont extrêmement favorables, et qui se poursuit. Alors que le monde entre dans la crise en 29, en gros, la France va connaître une prolongation de son état de grâce, à tel point qu'on se demandera, c'est le titre d'un essai d'un étranger, « Dieu est-il français ?» La France semble en dehors, elle a tout lui réussi. Et vous savez qu'elle va elle aussi à son tour entrer dans la crise, tardivement, mais qu'elle aura aussi plus de mal à en sortir. Crise peut-être moins grave, moins spectaculaire que dans un pays comme les États-Unis, bien sûr, mais crise néanmoins extrêmement profonde. Donc les années 20, des périodes plutôt favorables, et les années 30, une période où la France, en dans la crise, ne parvient pas à en sortir du point de vue économique, et montre que son régime politique a du mal à affronter les nouveaux défis de l'heure. C'est aussi l'époque où va monter le péril allemand, qui réapparaît, et qui montre que les Français, militairement aussi, ne sont pas en mesure de s'adapter réellement à cette nouvelle menace. Merci beaucoup Bertrand Joly de nous avoir donné ces repères. Merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour notre deuxième entretien de cette série de cours d'histoire consacrée à la Troisième République.